Dans le murmure feutré d'un manoir ancien, les ombres dansent entre secrets et silences, prêtant leur voile à une énigme délicate. Chaque parfum, chaque regard, cache une histoire que seuls les esprits attentifs sauront déchiffrer. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Prêt, entrons dans l'histoire. Le train glissait doucement sur les rails, emportant avec lui la promesse d'un week-end au manoir Brackenridge, cette demeure ancienne au charme immuable qui suscitait déjà en moi une étrange curiosité. La campagne anglaise défilait sous mes yeux, baignée d'une lumière douce et légèrement voilée par un ciel d'avril. Les champs, vastes et tranquilles, semblèrent s'étendre à l'infini, leurs couleurs mêlées de verts tendres et de jaunes éclatants. Il y avait dans cette tranquillité apparente une sorte de mystère indicible, une promesse silencieuse que derrière chaque haie ou chaque bosquet se cachait une histoire, peut-être oubliée ou gardée secrète. Le chemin sinueux que m'avait indiqué Poirot pour rejoindre la propriété serpentait entre les arbres, s'enfonçant dans un écrin de nature qui isolait le manoir du tumulte du monde moderne. J'étais seul avec mes pensées, le cœur empli d'anticipation. Que me réservait cette nouvelle enquête? Quel secret allait surgir sous le calme apparent de Brackenridge? C'est dans cette atmosphère feutrée que je sentais déjà l'ombre d'un drame à venir. À l'entrée du domaine, j'aperçus la silhouette reconnaissable de mon ami, Hercule Poirot, déjà là, impeccablement vêtu, son regard vif scrutant l'horizon avec cette malice subtile qui ne le quittait jamais. Dès que nos regards se croisèrent, un sourire éclaira son visage, finissant de dissiper la fatigue de mon voyage. Il s'approcha de moi d'un pas mesuré, le geste élégant, et me salua avec cette politesse toute britannique, mêlée d'une complicité discrète. « Mon cher Hastings, vous êtes enfin arrivé. J'espère que le voyage n'a pas été trop pénible pour vous. » Sa voix, douce mais précise, me rassura aussitôt. Nous échangeâmes quelques mots légers, mais je sentais déjà, derrière cette façade tranquille, l'esprit, aiguisé de Poirot, qui s'activait, prêt à dénouer les fils invisibles d'une intrigue complexe. Notre tandem habituel reprenait sa place, comme si le destin lui-même nous avait réunis pour cette affaire. Nous avançâmes ensemble vers le manoir Brackenridge, imposante bâtisse en pierre, aux contours majestueux, où le temps semblait s'être suspendu. Les grandes fenêtres à croisillons réfléchissaient la lumière douce d'un soleil déclinant, tandis que les murs, couverts de lierre, témoignaient d'une histoire riche et parfois tourmentée. Autour de la maison, les jardins s'étendaient en une mosaïque harmonieuse de fleurs et d'arbustes, soigneusement entretenus, mais gardant une liberté presque sauvage à certains endroits. Ce qui captiva particulièrement mon attention fut le vaste conservatoire, véritable joyau de verre et d'acier, où une végétation luxuriante prospérait sous la lumière tamisée. L'atmosphère qui y régnait mêlait la fraîcheur des plantes exotiques à un parfum subtil, presque envoûtant. Je ressentis aussitôt que ce lieu, à la fois précieux et fragile, jouerait un rôle central dans le mystère qui nous attendait. Une odeur délicate et persistante flottait dans l'air, s'insinuant avec insistance entre les murs de verre du conservatoire. Le jasmin, pensai-je aussitôt, ce parfum qui évoque tant d'histoires d'amour et de promesses secrètes. Cette fragrance semblait moins être un simple hasard botanique qu'un symbole, un écho d'un passé enfoui, peut-être même d'un pacte brisé. Je me surpris à respirer plus profondément, comme pour mieux saisir cette présence invisible qui enveloppait le domaine. Ce parfum, répétitif et obsédant,
me rappelait combien les choses les plus subtiles pouvaient se révéler porteuses de sens dans l'univers complexe des émotions humaines. Je gardais cette sensation en tête, convaincu qu'elle se révélerait essentielle dans les jours à venir. Les premiers invités commencèrent à affluer, chacun apportant avec lui son histoire, ses non-dits et son aura particulière. Une veuve élégante, au regard distant, fit son entrée avec la grâce de celle qui cache bien des blessures. Un homme d'affaires ambitieux affichait une assurance presque provocante, tandis qu'une jeune héritière, d'une réserve teintée de mélancolie, observait le monde avec une retenue prudente. Le botaniste, excentrique, passionné par les plantes rares, semblait étrangement fasciné par le conservatoire, et la gouvernante, stricte et impassible, veillait au grain, avec une autorité tacite. Je percevais entre eux une tension palpable, une sorte de silence chargé d'attentes et de rancunes anciennes. Les regards se croisaient, les sourires me restaient mesurés, et l'air semblait vibrer d'une tension sourde. La scène était posée, et je savais que derrière cette façade d'apparente courtoisie, des vérités profondes allaient bientôt éclater. À peine avions-nous pénétré dans le grand salon que mon regard fut attiré par une femme d'une élégance rare, dont la silhouette, drapée d'une robe noire simple mais raffinée, évoquait une mélancolie contenue. Madame Langley, veuve de Sir Edward Langley, était là, assise près de la cheminée, observant d'un œil attentif chaque mouvement dans la pièce. Sa posture distante et ses gestes mesurés trahissaient une retenue née, de la douleur, ou peut-être d'un secret trop lourd à porter. Poirot, toujours au métacé aussi fin observateur, m'indiqua discrètement que son passé était loin d'être clair et qu'elle avait longtemps entretenu une relation complexe avec Lord Brackenridge. Je remarquai, en écoutant sa voix douce mais ferme, combien chaque mot semblait peser, comme si elle pesait ses confidences au creux d'une balance fragile. Une tension subtile émanait d'elle, un voile d'ombre qui me donna aussitôt à penser que derrière cette élégance se cachait une histoire à dénouer. Non loin de là, un homme au regard perçant s'affairait avec une énergie presque excessive, son attitude trahissant une ambition contenue. Monsieur Hargrave, un homme d'affaires réputé pour ses opérations habiles et parfois controversées, semblait peu à son aise dans ce décor feutré, pourtant soigneusement choisi. Ses yeux, brillant d'une lueur calculatrice, glissaient sur les convives avec une attention presque prédatrice. Hastings, je le remarquai, n'était pas dupe de ce personnage aux motivations financières évidentes, notamment ses liens étroits avec Lord Brackenridge, qui, selon certaines rumeurs, avait été source de conflits. Sa voix était ferme, parfois sèche, et chaque phrase semblait ponctuée d'une volonté farouche de maîtriser la situation. Je sentis que, pour lui, ce séjour n'était pas seulement une occasion sociale, mais une bataille silencieuse pour préserver ou accroître son influence. Enfin, mon attention se porta sur une jeune femme d'une beauté discrète, dont le regard fuyait souvent les nôtres, comme si elle cherchait à se dissimuler derrière un voile de réserve. Miss Evelyn Brackenridge, l'héritière, portait sur ses épaules le poids d'un passé que ses silences rendaient lourd à supporter. Sa posture mêlait une tristesse subtile à une détermination silencieuse, témoignant d'un caractère à la fois fragile et farouchement indépendant. Hastings, fidèle à son instinct, remarqua aussitôt cette dualité, cette tension intérieure qu'elle tentait vainement de cacher. Quel secret se dissimulait derrière ce mutisme? Quelle blessure profonde nourrissait cette attitude de défi voilé? Ce mystère m'intriguait autant qu'il me préoccupait, car je pressentais qu'il serait la clé
pour comprendre la dynamique trouble qui animait le manoir. Parmi les invités, un homme détonnait singulièrement par son apparence et son comportement. Le botaniste excentrique, M. Algernon Finch. Dès notre rencontre, il manifesta un intérêt passionné, presque obsessionnel, pour le conservatoire et ses plantes rares. Contrairement aux autres convives qui paraissaient préoccupés par les intrigues familiales ou les enjeux financiers, Finch semblait presque détaché des tensions humaines, absorbé par la vie silencieuse des feuilles et des fleurs. Son regard brillait d'une curiosité scientifique, mais aussi d'un mystère que je ne pus immédiatement saisir. Il connaissait intimement chaque plante du conservatoire, capable de nommer sans hésitation les espèces les plus rares et de décrire leurs particularités avec un enthousiasme contenu. Cette relation presque fusionnelle avec la nature lui conférait un statut à part, mais aussi une certaine distance avec les autres invités, qu'il observait parfois avec un mélange de mépris et de perplexité. Hastings et moi-même prîmes note de son comportement, persuadés que derrière cette passion se cachait peut-être une clé inattendue pour comprendre ce qui se tramait à Brackenridge. Son obsession pour les plantes, et plus particulièrement pour le jasmin qui embaumait le domaine, semblait révéler une sensibilité cachée, mais aussi un possible lien avec le passé trouble de la famille. À l'opposé de cette excentricité flottante se tenait la gouvernante, Madame Wilson, une femme d'une rigidité impressionnante et d'une présence presque intimidante. Son autorité, bien que silencieuse, s'imposait naturellement dans la maison, rappelant les règles d'un ordre ancien où la discipline et le respect des traditions étaient essentiels. Elle observait chaque mouvement, chaque parole avec une acuité presque militaire, mais sans jamais élever la voix inutilement. Son visage, marqué par les années de service dévoué, trahissait une loyauté indéfectible envers la famille Brackenridge, mais aussi un secret que ses yeux dissimulaient mal. Madame Wilson semblait connaître plus que quiconque les recoins du manoir, les non-dits et les blessures anciennes, jouant à la fois le rôle de gardienne des lieux et de témoin silencieux des drames familiaux. Hastings ressentit rapidement qu'elle ne serait pas une personne facile à décontenancer, et que ses paroles, mesurées, pouvaient receler bien des vérités voilées. Alors que les invités se retrouvaient dans le grand salon, une tension palpable gagna l'atmosphère, exacerbée par une dispute qui éclata soudainement entre plusieurs convives au sujet d'un héritage ancien. La conversation, d'abord polie, prit rapidement un ton plus vif, révélant des rancunes tenaces et des blessures anciennes qui n'avaient jamais cicatrisé. Le jasmin, dont le parfum persistait dans la pièce, fut évoqué comme un symbole fort, rappelant une promesse brisée qui pesait sur la famille depuis des décennies. Certains accusèrent ouvertement d'autres membres de la maison d'avoir trahi la mémoire de leurs aïeux, tandis que d'autres tentaient de calmer les esprits, sans grand succès. Hastings et moi observions ces échanges avec une attention particulière, conscients que cette dispute mettait à nu les passions sous-jacentes, les alliances fragiles et les motifs qui pourraient expliquer bien des comportements. Ce moment fut une véritable fenêtre ouverte sur les secrets enfouis de Brackenridge, et il me sembla que la clé du mystère se trouvait peut-être cachée dans ces paroles âpres et dans le silence des promesses non tenues. C'était une nuit calme, presque trop calme, lorsque soudain, un cri aigu fendit l'air, réveillant tous les habitants du manoir d'un seul coup. Ce cri, chargé d'une terreur viscérale, déchira le silence avec une violence inattendue, propulsant chacun dans une panique soudaine. Je me souviens encore de cette sensation étrange, comme si le temps s'était figé un instant, suspendu à cette déchirure sonore.
Les pas précipités résonnaient dans les couloirs. Les murmures nerveux se mêlaient aux questions sans réponse, et une tension palpable envahissait chaque pièce. Même Poirot, habituellement maître de lui-même, manifesta une alerte discrète, son regard scrutant déjà les ombres avec une intensité nouvelle. Le cri ne laissait aucun doute. Quelque chose de terrible venait de se produire. Un événement qui allait bouleverser le calme fragile de Brackenridge. Nous fûmes conduits au conservatoire, là où la lumière tamisée filtrait à travers les vitres embuées, dévoilant un spectacle aussi macabre qu'énigmatique. Étendu parmi les plantes exotiques, Lord Brackenridge gisait sans vie, son visage figé dans une expression qui mêlait surprise et une forme d'angoisse silencieuse. Hastings et moi observâmes la scène avec une attention mêlée d'effroi et de fascination. Aucun signe d'effraction, aucun tumulte apparent. Ce qui frappait, c'était cette immobilité presque surnaturelle au milieu de la vie luxuriante du conservatoire. Le contraste entre la fraîcheur des feuilles et la froideur du corps créait une image troublante, comme si la nature elle-même retenait son souffle devant ce drame. Cette découverte marqua le véritable point de départ de notre enquête, où chaque détail prendrait une importance capitale. À côté du corps, mes yeux furent attirés par un flacon de parfum renversé, d'où s'échappait encore une légère fragrance de jasmin, ce même parfum qui flottait dans tout le manoir, mystérieusement omniprésent. La lettre chiffonnée serrée dans la main du défunt ajoutait à l'énigme une note d'inachevé, une trace tangible d'un dernier message, peut-être une confession ou une accusation. Poirot, toujours méthodique, examina ces indices avec une précision chirurgicale, tandis que je tentais de percer le sens caché derrière ces objets. Le jasmin, plus qu'un simple parfum, semblait symboliser une vérité secrète, un lien invisible entre le passé et le présent. Cette atmosphère étrange renforçait le sentiment que le crime ne se limitait pas à un acte brutal, mais qu'il portait en lui une histoire profonde, tissée de sentiments et de trahisons. Dans les heures qui suivirent la découverte, les invités du manoir révélèrent leur véritable visage sous l'emprise de la peur et du choc. Certains éclataient en sanglots silencieux. D'autres tentaient vainement de masquer leur inquiétude derrière un masque d'indifférence. Les regards se croisaient, lourds de suspicion ou de culpabilité, et les secrets enfouis menaçaient de refaire surface à chaque murmure. Hastings, toujours attentif, me fit part de ses observations sur cette dynamique complexe, où la peur semblait à la fois unir et diviser ce groupe fragile. C'était dans ces instants de tension palpable que les premières fissures dans les alibis et les relations commencèrent à apparaître, annonçant une enquête qui promettait d'être aussi psychologique que policière. À peine le choc de la découverte passé, Poirot prit la direction des opérations avec sa rigueur coutumière. Il installa un espace calme, propice aux confidences, où chaque invité serait interrogé à son tour. J'observais, fasciné, la manière dont il écoutait attentivement, les doigts souvent joints sous le menton, les yeux perçants, fixant son interlocuteur avec une concentration presque palpable. Aucun détail ne lui échappait. Un geste hésitant, un regard fuyant, une hésitation dans la voix. L'atmosphère, bien que tendue, restait empreinte d'une certaine courtoisie, mais sous cette politesse se jouait un subtil jeu de forces et de secrets. Chacun, à sa manière, semblait peser ses mots, parfois trop calculés, parfois trop spontanés, révélant des bribes de vérité ou, au contraire, des tentatives maladroites de dissimulation. Poirot notait tout, sans jamais perdre de vue l'essentiel, discerner la sincérité de la ruse et comprendre les liens invisibles qui unissaient ces personnes
autour du drame. Au fil des interrogatoires, des contradictions commencèrent à poindre, fragilisant les récits soigneusement tissés par certains invités. Les témoignages, d'abord cohérents en apparence, se fissuraient sous le regard scrutateur de Poirot. Un invité prétendait avoir été dans sa chambre toute la soirée, tandis qu'un autre rapportait l'avoir vu errer près du conservatoire. Certains détails temporels ne collaient pas. Des déplacements semblaient improbables, voire impossibles. Hastings et moi échangions des regards perplexes, conscients que ces incohérences n'étaient pas de simples erreurs, mais des indices cruciaux. Le doute s'installa progressivement parmi nous, déstabilisant aussi bien les enquêteurs que les suspects. C'était dans ce ballet d'apparences trompeuses que Poirot excellait, prêt à déceler les vérités cachées derrière les faux-semblants. Rapidement, un nom s'imposa comme centre des soupçons, celui de M. Hargrave, l'homme d'affaires ambitieux. Ses motivations financières, connues de plusieurs convives, paraissaient évidentes, surtout à la lumière des tensions évoquées autour de l'héritage de Lord Brackenridge, des preuves circonstancielles, des conversations interceptées, des transactions récentes, des menaces voilées, vinrent nourrir ce tableau accablant. Pourtant, malgré ce faisceau d'indices, Hastings ressentait une réserve, un sentiment que la vérité était peut-être plus nuancée. Hargrave, malgré son air assuré, laissait parfois entrevoir des failles dans son récit, des moments d'hésitation ou d'émotion contenus qui le rendaient à la fois humain et, paradoxalement, plus énigmatique. C'est à partir de cette ambivalence que s'ouvrait la voie vers une enquête plus profonde, où les apparences ne sauraient suffire à condamner, alors que l'attention de tous se concentrait sur M. Hargrave, l'homme d'affaires que les indices semblaient accabler. Je ne pus m'empêcher de nourrir un certain doute. Ce n'était pas tant son apparente froideur, ni ses ambitions bien connues qui me troublaient, mais plutôt quelques détails subtils, presque imperceptibles, que j'avais relevés au fil de nos échanges. Par moments, Hargrave laissait entrevoir une émotion contenue, une sincérité troublante qui détonnait avec la froideur de son masque public. Certaines de ses réponses, bien que précises, manquaient d'évidence ou semblaient trop soigneusement préparées, comme s'il cherchait à éviter un piège invisible. Cette réserve me fit penser que l'on avait peut-être trop vite jeté le blâme sur lui, que la vérité n'était pas aussi simple qu'elle paraissait. Hastings observe que parfois, les apparences les plus évidentes cachent des réalités bien plus complexes et qu'il fallait creuser plus avant pour démêler le vrai du faux. Mon ami Poirot, toujours maître de la situation, accueillait ses doutes avec un sourire en coin, comme pour m'encourager à ne jamais perdre cette intuition précieuse qui lui avait souvent servi dans nos enquêtes passées. Le conservatoire, lieu même du drame, fut soumis à une fouille minutieuse, chaque recoin passé au peigne fin, sous le regard méthodique de Poirot. L'air y était lourd, presque palpable, chargé d'une odeur persistante de jasmin qui semblait envelopper le lieu d'un voile oppressant, mêlant beauté et menace. Les plantes exotiques, habituellement source d'émerveillement pour le botaniste, paraissaient ici comme des témoins muets d'un secret pesant. Nous tâchions de détecter le moindre indice, une trace, un objet déplacé, qui pourrait éclairer l'énigme. Ce parfum obsédant, loin d'être anodin, renforçait la sensation d'un passé qui refusait de rester enfoui, d'une histoire que le temps n'avait pas guérie. Hastings me confia plus tard combien l'atmosphère de ce lieu lui avait inspiré un sentiment d'étouffement, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, en attendant que la vérité éclate enfin. Au fil de nos investigations, un passé douloureux
et soigneusement caché, commença à émerger. Plusieurs témoignages et documents mirent au jour une affaire oubliée qui avait marqué profondément la famille Brackenridge. Un traumatisme ancien, mêlé de trahison et de non-dits, liait étroitement plusieurs invités, révélant des blessures jamais cicatrisées. Cette ombre du passé semblait peser sur le présent, influençant les comportements et les tensions observées. Hastings et moi comprîmes que ce secret enfoui constituait une pièce maîtresse du puzzle, expliquant peut-être les mobiles cachés et les rancunes souterraines. Le jasmin, déjà évoqué comme un symbole, prenait ici toute sa dimension, incarnant à la fois la beauté fragile d'une promesse brisée et le poids d'une douleur ancienne qui avait traversé les générations. Alors que nous fouillions les archives familiales, Poirot mit la main sur un vieux carton poussiéreux, dissimulé derrière une étagère de la bibliothèque. C'était là que reposaient plusieurs lettres jaunies par le temps, dont les cachets et l'écriture délicate témoignaient d'une époque révolue, mais non moins chargée de secrets. En les dépliant avec précaution, nous découvrîmes qu'elles relataient une liaison secrète, scandaleuse à l'époque, entre la jeune héritière Brackenridge et un homme dont le nom n'apparaissait qu'en filigrane, parfois seulement désigné par un simple surnom. Ces correspondances, d'abord empreintes de passion, laissaient ensuite entrevoir des tensions grandissantes, des menaces voilées et une promesse que l'on craignait brisée. Poirot souligna combien cette découverte était capitale. Ces lettres bouleversaient la version officielle de l'histoire familiale, jetant une lumière crue sur un passé soigneusement occulté. Pour ma part, je sentis que nous avions touché au cœur même du mystère, où amour et trahison s'entremêlaient en un nœud inextricable. Guidés par les indices contenus dans les lettres, nous interrogeâmes plusieurs anciens domestiques qui avaient servi la famille Brackenridge il y a des décennies. Leurs témoignages, bien que parfois teintés de réticence, révélèrent des détails jusqu'alors inconnus. Disputes violentes entre certains membres de la maison, silence gêné à propos de certaines absences inexpliquées, et surtout la présence constante d'une atmosphère lourde, presque suffocante, autour du conservatoire et de son jasmin. Une vieille gouvernante, désormais retirée, évoqua même un secret que l'on jurait de ne jamais dévoiler, une trahison qui avait fracturé la famille et laissé des blessures profondes. Ces confidences, recueillies avec soin, dessinèrent peu à peu une fresque plus sombre que celle que nous imaginions, où la loyauté se mêlait à la peur et où la vérité semblait constamment éluder notre emprise. Les éléments s'assemblèrent pour révéler une vérité plus intime et déchirante. La jeune héritière, Evelyn, avait jadis entretenu une liaison interdite avec un homme mystérieux, disparu depuis longtemps, mais dont l'ombre planait encore sur le domaine. Ce lien secret, tenu à l'écart des regards, était la source d'une fracture profonde au sein de la famille, opposant partisans et opposants, et suscitant jalousies et rancunes tenaces. Evelyn, dans ses rares moments de confidence, laissa transparaître la douleur et la honte liées à cette relation clandestine, ainsi que le poids écrasant d'un héritage chargé de non-dits. Ce passé caché expliquait bien des tensions et offrait une clé pour comprendre les mobiles de chacun, dans un jeu d'ombres et de lumière, où le cœur humain restait le plus grand mystère à déchiffrer. Alors que nous progressions dans notre enquête, le rôle de Madame Wilson, la gouvernante, prit une dimension nouvelle et complexe. Jadis, perçue comme une simple gardienne de l'ordre domestique, elle se révéla être bien plus qu'un témoin passif des événements. Certains témoignages et lettres suggéraient qu'elle avait,
à un moment crucial, été complice, ou peut-être victime, d'un secret soigneusement dissimulé. Sa loyauté envers la famille, indéniable, semblait pourtant s'accompagner d'un poids invisible, une culpabilité non dite qui marquait ses silences et ses regards furtifs. Lors d'une conversation intime, Madame Wilson laissa échapper, avec une rare émotion, des fragments de souvenirs douloureux qui jetèrent une lumière crue sur ses choix et ses sacrifices. Il apparut que sa présence n'avait pas seulement été celle d'une femme d'ordre, mais aussi celle d'une gardienne des secrets, prête à tout pour protéger l'honneur, quitte à dissimuler des vérités amères. Hastings et moi-même comprîmes que ce rôle ambivalent serait sans doute une pièce maîtresse pour démêler l'écheveau du passé. Le jasmin, omniprésent dans le conservatoire, s'imposa alors comme un symbole puissant de cette histoire lourde de passion et de trahison. Ce parfum délicat, qui avait embaumé tant de moments heureux, mais aussi de désillusions profondes, incarnait l'essence même du drame familial. Poirot expliqua, avec sa finesse habituelle, que le jasmin représentait cette promesse d'amour interdit, fragile et éphémère, brisée par les circonstances et les choix des protagonistes. Plus qu'une simple plante, il devenait le témoin muet d'un secret ancestral, un lien entre les générations qui portaient encore la douleur d'une blessure jamais refermée. Cette métaphore végétale éclairait d'un jour nouveau les tensions présentes, reliant le passé au présent, avec une force discrète mais implacable. Hastings, sensible à cette poésie silencieuse, avoua ressentir à chaque respiration l'écho de ses émotions enfouies, prêtes à éclater au grand jour. Il était temps que la lumière soit faite, pensa Poirot, en nous rassemblant tous dans le vaste salon aux boiseries anciennes. L'atmosphère y était lourde, chargée d'attentes contenues et de non-dits palpables. Chaque invité prit place, visage tendu, regards inquiets ou défiants, conscient qu'un moment décisif approchait. Poirot, dans son costume impeccable, se tenait au centre, imposant sans élever la voix une autorité naturelle. Il annonça d'une voix calme mais ferme qu'il allait, ce soir même, dénouer l'écheveau des mensonges et dévoiler la vérité. J'observai les réactions. Certains pâlirent légèrement, d'autres gardèrent un silence figé, comme prêts à se défendre. Cette convocation solennelle marquait le début d'une étape cruciale où chaque mot, chaque geste serait pesé avec la plus grande attention. L'instant était solennel, la scène dressée pour un dévoilement inévitable. Poirot commença par interroger les convives avec une précision chirurgicale, chaque question étant choisie pour tester la cohérence des alibis avancés. Il dévoilait avec calme et rigueur les contradictions apparues au fil des précédents entretiens, ébranlant les certitudes et semant le trouble dans les esprits. Un à un, les invités virent leurs récits disséqués, leurs zones d'ombre mises en lumière. Hastings et moi étions fascinés par la manière dont Poirot extrayait l'essence de la vérité à travers ces détails apparemment insignifiants, ces hésitations fugitives ou ces regards fuyants. Le doute s'insinuait partout, faisant vaciller les masques soigneusement portés. Cette déconstruction méthodique laissait présager que la vérité, loin d'être une évidence, serait une révélation difficile mais inéluctable. À mesure que les masques tombaient, les secrets longtemps enfouis refaisaient surface, avec une intensité presque douloureuse. Poirot dévoilait des manipulations subtiles, des trahisons à demi voilées et des alliances secrètes qui expliquaient bien des comportements et des silences. Les vérités cachées émergèrent peu à peu, éclairant les zones d'ombre où s'étaient nichées la haine, la peur et l'obsession. Chacun des invités
fut confronté à ses choix, ses mensonges et ses faiblesses. L'ambiance, d'abord tendue, prit une tournure plus lourde, comme si le poids de ces révélations pesait désormais sur chaque conscience présente. Hastings et moi ressentîmes que le moment était proche où le voile serait définitivement levé sur l'identité du véritable coupable, mais aussi sur la nature même de ce drame familial. Après avoir patiemment dénoué les fils tortueux de l'enquête, Poirot se tourna vers l'assemblée d'un air pénétré, prêt à éclairer les zones d'ombre. Avec son habituel brio, il démontra que la personne jusque-là accusée à tort, ce fameux monsieur Hargrave, n'était qu'un pion involontaire dans un jeu beaucoup plus complexe. Les apparences, toujours trompeuses, avaient dressé un portrait biaisé, nourri par des préjugés et des preuves circonstancielles qui, sous un examen rigoureux, s'effondraient comme un château de cartes. Hastings et moi observions, fascinés, la finesse avec laquelle Poirot rétablissait la vérité, offrant au faux coupable non seulement une chance d'innocence, mais aussi une libération face à l'accusation. Ce moment fut pour nous tous une leçon d'humilité. La justice ne saurait reposer sur des impressions hâtives ni des évidences superficielles. Puis vint le moment tant attendu, la révélation du véritable meurtrier. Poirot, dans sa sagesse implacable, exposa avec clarté le mobile profond, celui qui tirait les ficelles invisibles du drame. Il s'agissait d'une peur ancienne, viscérale, liée à un passé honteux que le coupable cherchait à enterrer à jamais. Cette peur avait conduit à un acte désespéré, à un geste tragique dicté par l'angoisse et la volonté de protéger un secret qui aurait détruit non seulement une vie, mais tout un héritage familial. Hastings, toujours sensible à la dimension humaine, sentit que derrière ce crime se cachait une douleur intime, un combat intérieur plus qu'une simple haine. Le meurtrier, dévoilé dans toute sa complexité, apparaissait moins comme un monstre que comme une âme tourmentée, prisonnière de ses propres démons. Enfin, Poirot porta notre attention sur l'élément symbolique du jasmin, dont l'odeur entêtante avait imprégné tout le manoir, et particulièrement le conservatoire. Il expliqua comment ce parfum délicat, associé aux promesses d'amour et aux trahisons du passé, avait servi de fil conducteur à l'enquête. Le jasmin n'était pas qu'un simple parfum. Il était la clé de voûte qui reliait les indices, les secrets et les émotions. Par sa présence insistante, il avait guidé Poirot vers la vérité, rappelant à chacun que dans les plus petites choses se cachent parfois les plus grandes révélations. Ce symbole, à la fois fragile et puissant, illustrait parfaitement la nature complexe du mystère que nous venions de résoudre. Après la révélation finale, Poirot prit un moment pour exprimer ce que, à mon sens, était au cœur de cette énigme bien plus qu'un simple crime, la complexité insondable de la nature humaine. Il parla avec cette clarté et cette profondeur qui le caractérisent, évoquant les passions cachées, les failles que chacun porte en soi, souvent dissimulées derrière des façades soigneusement construites. « Mon cher Hastings, dit-il d'une voix grave, il n'est pas rare que les secrets du passé, ces ombres silencieuses, dictent nos actions bien plus que la raison ou la justice. C'est la peur, la honte, l'amour et parfois la vengeance qui tissent la trame de ces drames. » Je l'écoutais, fasciné, conscient que sous ces mots se cachait une vérité universelle, une leçon que le temps seul ne saurait effacer. Poirot nous rappelait que derrière chaque mystère résolu se trouvaient des êtres humains déchirés, vulnérables, et que comprendre leur psychologie est aussi essentiel que découvrir les faits. La conversation glissa alors vers une réflexion plus subtile, presque philosophique, sur la justice elle-même.
Poirot s'interrogea sur la délicate frontière entre justice morale et justice légale, cette ligne souvent floue qui sépare ce qui est permis de ce qui est juste. Parfois, Hastings, expliqua-t-il, la loi ne suffit pas à réparer les blessures profondes, et la morale impose des jugements plus complexes. Une vérité révélée peut soulager, mais aussi condamner, injustement. C'est là que réside notre devoir, peser avec soin ces dimensions et agir avec humanité. Cette discussion m'inspira une mélancolie douce amère, car elle mettait en lumière la lourde responsabilité qui pesait sur les épaules de ceux qui rendent justice, entre rigueur et compassion. Quant à moi, je me trouvais partagé entre admiration et tristesse, admiratif de la brillante déduction de mon ami, mais profondément touché par les zones d'ombre qui demeuraient. Le cœur humain, pensais-je, est souvent un labyrinthe où la lumière peine à pénétrer totalement. Malgré la résolution de l'affaire, une part d'inconnu persistait, comme une brume légère flottant au-dessus du conservatoire. Je ressentais la fragilité des vies croisées dans cette demeure, leurs espoirs brisés, leurs rancunes silencieuses. Cette enquête, plus qu'une simple énigme, avait été un miroir tendu à la condition humaine, avec ses contradictions et ses faiblesses. Le conservatoire, théâtre de tant de secrets, demeurait silencieux, presque solennel. Ses vitres reflétaient une lumière douce, et le parfum entêtant du jasmin continuait de flotter dans l'air, comme un dernier message porté par le temps. Ce lieu semblait garder, au-delà du drame révélé, un ultime mystère, celui des histoires que l'on ne raconte pas, des blessures que l'on ne guérit jamais totalement. Je me surpris à penser que parfois, certaines énigmes doivent rester partiellement voilées, comme pour préserver la fragile paix retrouvée. Ainsi se refermait le chapitre de Brackenridge, un monde où la vérité avait triomphé, mais où le silence continuait de parler. La vérité, fragile et complexe, révèle autant sur l'âme humaine que sur les faits eux-mêmes. Et vous, auriez-vous su lire entre les lignes pour dénouer ce secret avant qu'il ne soit trop tard? Prenez un instant pour liker, commenter vos impressions et vous abonner afin que cette énigme vive au-delà de ces mots. Car parfois, c'est dans le silence des non-dits que réside le mystère le plus profond.